Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce troisième numéro de Hola mon brave, l'émission qui relie et revit les aventures de la compagnie Créance dans l'univers de Game of Roll. Je suis Erkep et je suis toujours entouré de Maître Likao, Bonjour Erkep, bonjour tout le monde. d'Anajun Barker Coucou. et de Céladon. Salut. Alors cette semaine on revient sur l'épisode 3 de la saison 1 et ça commence juste après ça. Oh là, mon brave! Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper. Je vais devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là, ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à compétence, 100 ça. faces. T'as donné la Tu lui boîte. as donné la boîte. Je vais donner la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Quand est-ce qu'on boit? Et oui, vous rêvez pas, l'émission passe au rythme de publication d'un dimanche sur deux. D'ailleurs, à cette occasion, j'ai appris qu'on disait une publication quinzomadaire. Mais bon, comme je trouve ce mot un peu bizarre, on va dire juste une semaine sur deux. Alors on espère pouvoir tenir le rythme. On va pas se mentir, il risque d'y avoir des couacs, mais on fera tout pour. Alors, on avait déjà remercié Mimi de Game of Roll Mademoiselle dans l'épisode précédent, mais je me permets d'en remettre une grosse couche étant donné qu'elle a parlé de nous dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff de Mademoiselle. Faut savoir que moi j'écoute LMK depuis le premier épisode avec une fidélité imperturbable, c'est même là que j'ai découvert Game of Roll, rendez-vous compte. Et du coup quand j'ai entendu mon blaze et en plus le nom de notre podcast, c'était le kiff ultime justement. Et j'ai fait une danse de la joie pendant 45 minutes dans mon salon. Du coup voilà, merci encore Mimi, on t'aime tous très fort et n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 183 de Laisse-moi kiffer et tous les autres d'ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, on a appris entre-temps qu'elle quittait Mademoiselle, donc on lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite, puis on espère quand même revoir Salma sillonner les rues de la Cité 10. J'ai pas encore vraiment accepté cette info, alors je fais comme si je t'avais pas entendu. Ouais, un grand merci à Mimi, très bon vent à elle pour ses futurs projets. Et je voulais aussi remercier tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent et nous font des retours super gentils, constructifs sur les réseaux, notamment les Discords de Fibre, de la table virtuelle et de la Dice Unity. Plein de gros bisous à tous et à toutes. Merci. Donc cette semaine, l'épisode s'intitule Aria, capitale du monde, d'une durée de 2h42. Alors, dis-moi Anajun, qu'as-tu pensé de cet épisode ? Alors, eh bien, cet épisode, c'est l'un de mes préférés, toutes saisons confondues. En fait, j'ai un épisode... Ouais, je sais que c'est pas forcément l'avis de tout le monde ici. En fait, j'ai un épisode préféré sur lequel il n'y a pas un pour sûr. Et puis le deuxième, on va dire qu'il y en a 2-3 qui se partagent un peu cette place, dont celui-ci. Tout simplement parce que j'adore l'open world Aria. Je me rappelle vraiment cette sensation de me dire... J'ai trop envie de jouer ce jeu, j'ai trop envie de jouer dans ce monde, envie de devenir un PJ dans cette ville, d'être confronté à toutes ces possibilités, tous ces choix, de débattre avec d'autres personnages, de où aller ensuite, de quelle quête prioriser. Enfin bon, voilà. Et toutes les quêtes et les sous-quêtes d'Aria sont super bien écrites. On en reparlera à plusieurs reprises pendant le résumé sur le sujet des quêtes entremêlées et des désavantages aussi qu'elles peuvent entraîner. Mais pour moi, cet épisode, c'est l'un des plus mythiques en termes de moments marquants, de catchphrases, et aussi de développement des personnages, de chacun, en termes de révélation des caractères. Et j'ai vraiment hâte d'en discuter avec vous. Et toi, Maître Likao, pardon. Oui, Anna, June, tu parlais de l'épisode 2 et de la forêt de Sauvanie qui t'avait totalement fait plonger dans Gore. C'est l'épisode 3, la découverte à la fois de la splendide Aria et de l'aspect bac à sable
de ces moult quêtes latérales, petite référence au podcast de qualité dont le nom s'inspire de cet épisode d'ailleurs. Ben oui, de toutes ces quêtes latérales du JDR qui m'ont totalement rendu accro à l'émission. Auparavant, je suivais d'autres actual play dont les scénarios étaient aussi passionnants, mais étaient parfois très couloirs. Et c'est la découverte pour moi d'une autre façon de mener une partie. Et qu'est-ce que c'est cool. Pour toi, Céladon, bah, comme d'hab, on va écouter ta prédiction du mois dernier pour savoir si t'avais eu raison. Le groupe aperçoit quelque chose, mais qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc ça pourrait être la créature de cendre qui est venue renifler le groupe dans son sommeil alors qu'ils étaient avec Garnier. Donc un objet qui aurait appartenu à Moussa, ou alors que ça a un rapport avec le secret que l'un des PJ a dans sa quête principale. Et du coup, je pense qu'ils vont retomber sur Moussa bientôt, qu'on le retrouve mort ou vif, mais je crois qu'on le retrouvera plutôt vivant. Leur donnera des informations sur la quête principale. Voilà. Je me souvenais même pas que j'avais dit ça. Je me souvenais même pas que j'avais dit qu'on retrouverait genre Moussa vivant et tout. Ah là là, c'est vraiment... du coup, j'avais tort. Et c'est une défaite. Et alors, j'ai l'impression que ça va se reproduire, que ce sera rarement juste les prédictions, mais je pense que c'est aussi ce qui va être rigolo pour vous. Enfin, pour vous, pour tout le monde. Alors, le cadavre de Moussa, un peu mort, pour reprendre l'expression, c'est la découverte de la fin du début d'épisode. J'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu triste. D'autant plus que je crois que c'est Maître Likao qui disait ça, mais que c'est le seul perso un peu sympa qu'ils vont rencontrer. Et je me suis dit, ouais, c'est un bon signe, c'est sûr, parce que forcément, les bons persos, les persos gentils, ils ont un bon karma, donc ça se passera bien pour eux, quoi. Donc, un peu tristesse. Mais à part ça, je suis quand même contente. Enfin, cet épisode-là, il est vraiment chouette. J'avoue, il y a des passages qui sont un peu longs, parce qu'ils prennent des décisions et tout, et je pense que pour les auditeurs, c'est pas quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est intéressant quand on est joueur et tout. Je pense qu'on a des parties un peu comme ça, où c'est vachement, entre guillemets, si je puis dire, technique, dans la mesure où c'est vraiment la partie mécanique du jeu un peu. Mais il y a eu des trucs vraiment super dans cet épisode, et je me sens plongée dans l'aventure, ça y est. Et alors il me semble que c'est avec toi, Aircap, on avait parlé de ça, je sais plus à quelle occasion, mais qu'il y avait une possibilité de faire jouer ou de jouer Arya dans une version un peu sombre. Et je me suis dit, ah ouais, c'est étrange. Je voyais pas du tout Arya comme ça et tout. Et tu m'avais dit, ouais, mais attends, il y a quand même le commerce d'enfants, il y a ou d'esclaves, je sais plus, mais enfin il y a un passage avec des orphelins qui est un peu dur aussi, et puis certains abus qu'on voit qui sont quand même un peu lourds, et alors que l'ambiance avec les joueurs elle est plutôt légère, du coup ça se voit pas tant que ça, mais j'ai trouvé que dans cet épisode là, plus que peut-être dans ceux d'avant, même s'il y avait quand même en début de campagne, en y réfléchissant, il y avait l'exécution froide d'une dizaine de bandits, et au tout début, quand ils passent devant les fillettes, donc les espèces de cages suspendues, là, il y a des cadavres dedans et tout. En vrai, ça se ressent qu'il y a moyen de faire un truc, de jouer de manière très différente. Oui. Bah, tu parlais du karma, du bon karma des PNJ. Malheureusement, les PNJ sont plus soumis au karma des PJ qu'aux leurs. Et donc, des persos aussi cool et sympas que Moussa peuvent disparaître sur un claquement de doigts et un croisement de route, malheureusement. Et comme tu disais, il y a possibilité, en cours de campagne, de passer dans le camp de l'ennemi pour une partie ou la totalité du groupe de joueurs, en fonction de ses actions, de ses envies. On peut le faire en début de campagne, en cours ou à la fin de la campagne.
Et ouais, Aria, c'est vraiment l'essence du JDR, complètement permissif, on fait ce qu'on veut. Et alors, est-ce qu'il y a des actual play comme ça où il y a des gens, des joueurs qui rejoignent vraiment, le le dieu ennemi et tout, On en Ouais. connaît, RCAP et moi, on en suit un d'ailleurs. Ouais, il y a la team Munilith qui joue sur Twitch. Et bah, je veux pas spoiler, mais ils ont eu un agent du dieu ennemi. Ils ont fait confiance à des personnes qu'ils auraient pas dû. Et la campagne est plus... il y a toujours la bonne ambiance à la table, mais disons que leurs actions, elles sont un peu dark. OK, c'est intéressant, bah, je regarderai, hein. Merci beaucoup. D'ailleurs, chapeau au MJ de la team, Munilith, qui me jette ça d'une main de maître, hein, parce que c'est pas facile à faire. Ah non. Et toi, RCAP, du coup? Alors moi, j'ai un sentiment un peu mitigé sur cet épisode. Alors il y a des scènes les plus mythiques de la campagne, pour moi. Il y a la boîte, le bateau, la soirée de Niklas, il y a la découverte d'Aria. Mais là, quand je l'ai réécouté pour refaire le résumé, c'est un épisode qui est assez laborieux. Il y a des longues séquences d'aller-retour, des emplettes, des hésitations, pardon. Il monte des plans pendant des minutes et des minutes pour finir par changer d'avis 3 secondes plus tard. Donc voilà, pour faire le podcast, c'était pas terrible. Mais bon, je peux pas dire que j'aime pas non plus, hein, parce que de toute façon, j'aime à peu près tous les épisodes de Game of Thrones. Mais bon, au moins de temps en temps, il y a un petit avis divergent. Sinon, on aimerait tous tout le temps, ça serait pas drôle. Bah oui. C'est clair. Et bah du coup, on va passer au résumé de l'histoire. Évidemment, un petit récap par parcimonie. Envoyez-nous plein de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on aime l'amour. Allez, hop. Alors, l'épisode commence avec la découverte du cadavre de Moussa. Avant même de l'examiner, il décide de relever le mort avec la magie de Clodomir. Celui-ci sort un 10 de pique, pas assez pour que Moussa soit conscient, mais ils sont maintenant accompagnés de Moussa le zombie. Clodomir Non, mais étend attends. sa main. Et évidemment, le cadavre, alors il a des blessures sur lui, je n'ai pas encore décrit parce que vous avez une fureur de résurrection qui est vraie par nous, mais il se relève et il est prêt à obéir à vos ordres comme un zombie. J'ai souri en écoutant cet extrait, parce que j'ai vraiment aimé la fureur de résurrection. Je trouve que c'est vraiment une expression elle est terrible, elle est super forte, et il y a un peu ce côté désespéré de la vie au milieu de ce monde tiré du néant. Alors je vais super loin, hein, mais c'est tellement fort. C'est genre la preuve d'un immense vouloir. Waouh. Et c'est beau parce que jusqu'à maintenant, ils ont surtout semé la mort. Donc, enfin bon, là, il n'est pas tellement revivant, mais c'était un beau geste. Franchement, moi, j'attends la thèse de Céladon sur le trait de la mort dans l'œuvre de Fibre Tigre, ou un truc du style. Oh, mais alors tu dis ça, mais je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait des thèses sur les jeux vidéo, les jeux de rôle et tout. Oui, bien sûr, ouais, tout le Et temps. c'est incroyable. Tu dis quoi? T'as un doctorat en jeu de rôle? J'ai fait mon mémoire sur la bande dessinée sur Internet, tu vois, donc énorme. Tous les sujets sont possibles. C'est génial, Trop bien. c'est trop absolu, c'est trop cool. Donc pour en revenir à Moussa, il remarque que celui-ci semble avoir été assassiné. Sa gorge est tranchée, il lui manque son turban. Il décide alors de fouiller leur nouvel ami le zombie. Et c'est à ce moment-là, je crois qu'on entend le premier, je le perceptionne, de Clodomir, le premier d'une longue lignée. Et vous savez que moi, j'ai tellement entendu le verbe perceptionner au fur et à mesure des années que j'avais carrément oublié que ce verbe n'existait pas. J'étais persuadée que le verbe perceptionner, faisait partie du langage, quoi. J'ai complètement oublié le mot percevoir. Donc voilà, perceptionner, sachez-le, n'est pas un vrai verbe. C'est un néologisme de gros geek. On va l'entendre très souvent, c'est vrai. Sur le sol, ils trouvent un parchemin bleu avec des lettres en or, mais sont incapables de le lire. Apparemment, il est écrit en langue d'Aqaba. Petite anecdote sur l'une des dernières aides de jeu qui sera distribuée IRL au PJ. Il s'agit en fait d'une police de texte particulière qui déforme un message parfaitement compréhensible. Faites attention, futur MJ, avant de l'utiliser si vous vous lancez dans la campagne. Beaucoup se sont fait avoir par des joueuses très
trop perspicace. D'ailleurs, moi, je trouve que cette tête de jeu, elle est vraiment complètement cheatée. Parce que quand j'ai eu le papier sous les yeux pour la première fois, j'étais là, mais ça se lit super facilement. Et ben moi, je sais que ça se lit. Tout le monde dit que ça se lit, mais je suis incapable de le lire. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais. Même en le sachant, j'y arrive pas. Non. Comme quoi. Moi, tu aurais pu me le laisser pendant des jours entiers et je t'aurais jamais décrypté. Il n'y a pas de souci avec moi. J'avoue que j'ai pas percuté immédiatement, hein. Il m'a fallu un petit peu de temps. Du coup, il décide de le mettre de côté le temps de trouver un traducteur. Un jet de soigné réussi de Nicolas confirme le diagnostic. J'avais dit que j'arrêtais les mots compliqués, il faut vraiment que j'arrête. Tu te fais du mal. La blessure de Moussa a été faite par une lame. Celui-ci s'est vidé de son sang. Après hésitation, il décide de garder le zombie Moussa, caché sous des vêtements, et il le transporte à cheval pour repartir sur la route de Haria. C'est dingue. Quand on sait ce qui les attend après, ce moment, il est tellement délicieux. Parce que comme tu sais, c'est Ladon, c'est pas un spoiler. De la manière dont ils traitent Moussa à ce moment-là, dépendra leur sort auprès du sultan. Et j'adore comment au début, ils sont hyper tristes, ils sont respectueux. Ils lui font même un petit discours en son honneur. Et puis le mec, il finit en burrito sur un cheval. D'ailleurs, on voit que Fibre, il est un peu atterré. Et ce sera de pire en pire. Et je trouve que c'est marrant comment ils se mettent d'accord sur ce genre de choses. Genre, ils en parlent comme si c'était vraiment tout à fait naturel comme conversation, alors que c'est vraiment terrible. Genre, le meilleur moyen de transporter un cadavre sur son cheval, un cadavre actif en plus. Enfin bon. Alors, j'étais pas trop sûre que ce soit une anecdote appropriée. Mais du coup, Moussa, il avait un turban. Bon, après, il se l'est fait voler par Jotun, comme on le voit un peu plus tard. Mais alors, c'est un accessoire que je trouve vraiment intéressant parce que c'est très joli en réalité. C'est vraiment esthétique avec... Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu, mais en tout cas, les turbans qu'on peut acheter maintenant, ils sont dans des matériaux qui sont vraiment fluides et super agréables. Et ça fait des effets de plis et de volume qui sont... C'est très beau, on peut faire des choses vraiment variées. Et du fait, je m'étais un peu renseignée sur le sujet et j'ai appris que alors les hommes, et je ne saurais pas situer dans quel lieu géographique ou temporel, mais je crois que c'était il y a quand même fort longtemps, ils pouvaient porter un turban pendant leur voyage parce qu'ils s'en servaient de linceul. Enfin, leurs compagnons s'en servaient pour les ensevelir s'ils décédaient durant le voyage. Et du fait, ils pouvaient être inhumés sur place et partir vraiment en paix. Et donc, enfin, j'ai vu ça, hein, c'est un faux Wikipédia. Et de mémoire, le turban qu'on portait en France au Moyen-Âge, il s'appelait le boudin. Et alors à ce moment-là de l'épisode, je crois que c'est Atlan qui dit ça, mais on est presque sur des vrais rêves historiques. Il sort le mot boudin, alors il parlait plutôt du burrito en fait, mais enfin du burrito moussa sur le cheval, quoi. Mais on y était presque. Et enfin, je trouvais que c'était intéressant. Et mais du coup, ça rend le cumul d'actes sur Moussa très barbare avec le vol du turban, troubler le repos d'un mort et le ramener sous forme de zombie pour le trimballer en plus sur un cheval après. Et bon, et c'est de pire en pire. L'escalade est... elle est... C'est vrai. Oui, Fibre dit qu'il s'appuie énormément sur des lieux, des noms, des faits réels afin de les distiller dans ses aventures comme des œufs de Pâques. Je trouve que ça donne un équilibre subtil entre le merveilleux qui nous surprend et le connu plus ou moins inconscient qui va nous rassurer et nous donner envie d'en savoir plus sur son univers. Donc à peine sorti pour de bon de la forêt, il tombe sur 4 soldats qui les interpellent. Très méfiants, ils s'approchent et les soldats se présentent comme la taxe douanière de Haria et les demandent d'inspecter toutes leurs possessions. Déjà largement refroidis par cette demande, leurs soupçons ne font que grandir quand ils découvrent l'identité d'un des soi-disant soldats. Et le quatrième larron, vous le connaissez, c'est Jotun. Une personne que vous avez libérée à la croisée des chemins et qui en plus a un deuxième effet qui va vous surprendre, c'est qu'il a le turban de Moussa. Ce qui fait qu'il y a des choses qui se passent dans votre tête. Ok, Voilà. ok. Il y a Anguille sous roche, là, D'accord. messieurs, On dames. aurait dû bien. le tuer celui-là. Eh oui, c'est ce bon Jotun qui porte le turban de Moussa. Il refuse donc catégoriquement de se laisser toucher
de laisser toucher à leurs affaires plutôt, mais ils continuent à jouer le jeu. Ah ouais, Jotun a le sub le plus rentable de la première campagne de Gore et l'un des personnages les plus appréciés par la commu, on l'avait déjà dit, est en fait un contrebandier originaire d'Osmanie mais ayant des accointances dans toutes les cités du pourtour de la mer de la morsure. Ce fiefé coquin est surtout un gentil vaurien qui évite systématiquement les actions violentes pour s'en sortir très souvent par un bagou sans pareil. Il n'était d'ailleurs pas en très bons termes avec Caldera, son dernier employeur. Toute ressemblance avec un personnage issu d'un autre univers étant fortuite, on sait qu'il est aussi inspiré en partie par Mad Martigan du film Willow, qui était joué par Val Kilmer, la bocositude en moins. Fun fact, Jotun sera doublé par celui qui est à l'origine du sub, le véritable Jotun 83 lui-même, dans Les Mondes d'Aria, le jeu vidéo qui devrait sortir prochainement vers 2023. Du coup, ça en fait vraiment le sub le plus rentable, même maintenant. Il sera littéralement payé pour être lui. C'est incroyable, c'est fou cette anecdote. T'imagines quand il a donné son sub, est-ce que seulement il regardait Game of Thrones? Est-ce qu'il a pas juste donné le sub pour la JVTV, tu vois? On se le demande. Donc Ketra finit par interpeller Jotun, qui ne sait pas trop quoi dire. Et il cherche encore la solution diplomatique. Donc Atlan leur expose le voleur aux yeux de ses collègues, mais ils finissent bien par comprendre que toute la bande n'a rien à voir avec l'armée d'Aria et qu'ils sont face à des bandits. Après le 92 d'usage d'Atlan, qui tente d'apaiser les cœurs, la situation s'envenime. Gérassi devient menaçant. Atlan décide de faire toucher l'amulette au chef, ce qui a le don de l'énerver encore plus. Quand il s'attaque à l'argent de l'équipe, c'en est trop pour la gladiatrice qui se prépare à attaquer. Bon, alors déjà. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas se il va prendre rien du Il tout. aurait fallu profiter du fait Bah que ouais, ce sera je mort laisse pour ça. lui couper la tête. Là, Qu'est-ce tu qu'il vois. nous a pris Non, Ah, il mais- nous a tout pris non, Non. non, je vous ai laissé les petites Ah non, pourries. non. Enfin, oui. Vous les rendez là. quelqu'un, Non, non, moi s'il vous plaît. Non. Bon, Vous ben, les rendez. ça tombe bien, je passe à vous. De son côté, Clodomir lâche le zombie Moussa qui fait fuir tout le monde, sauf Gérassi. C'est très chouette de voir toute l'équipe de qualité de la JVTV de l'époque qui soutiennent le programme en se banc. Sam Persimoni à Claveau, Maxime Gérassi ici, on verra Zoltan à Aria, Tita Avion Alta Bianca et j'en passe et des meilleurs. C'était le temps où Gore était encore confidentiel et avait besoin d'un maximum de coups de pouce et de coups de cœur pour continuer à espérer avoir seulement un prochain épisode. Gérassi décapite Moussa et Ketra réplique. Un combat sanglant s'engage. Ketra récolte une grosse cicatrice. Heureusement, Atlan intervient. Alors là, je bondis Ouais, et je tente d'achever la bête. vas-y. Donc je combat rapproché. Tu es sûr que tu veux lancer des dés, Atlan? Je fais tomber mon dé. Attends, est-ce que tu peux pas continuer à peser des cœurs? Non, je sors. N'oublions pas que j'ai ma rapière. Je bondis et je Tu veux dire pique. ta rapière qui a loupé une araignée de 3 mètres de diamètre? Là, j'ai la motivation. 98 Alors Et ouais, 98 plus tard, il plante sa dague dans le dos de Niklas, manquant de tuer son ami. Ketra achève Gérassi d'un coup de lance. On en avait parlé un peu dans le dernier épisode, mais ils vont commencer à se méfier d'Atlan et de ses jets. Et ils sont toujours là. T'es sûr que tu veux lancer les dés, Atlan? T'es vraiment sûr de toi? Et le pauvre Dérive qui, chaque fois, il a un peu d'espoir, mais il persiste et signe. Ah ben oui, mais en plus, là je suis en train d'écouter l'épisode suivant. C'est une horreur. Il n'y a pratiquement pas de jet en dessous de 90. Je sais, enfin, Le tout ce qui carnage tente, continue. Ouais. Donc bizarrement, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est savoir quoi faire du zombie décapité. Et leur décision est pour le moins étonnante. Attends. Faites ce que vous voulez. On achève le corps, on garde la tête. On la prend. On l'enroule dans Mais une qu'est-ce qu'on va couverture. faire avec? Alors, Mais non, mais on sait jamais si Que on trouve celui qui la quelqu'un. porte la mette sur sa fiche de personnage et je voudrais bien savoir qui la porte. Qui la porte, on sait jamais. moi, hein. je veux bien la Fouiller porter. un moment. C'était mon ami. Alors notez bien le petit ton amusé de Fibre. Pour nous qui connaissons la suite, il n'est pas étonnant, mais les joueurs ne se rendent pas encore compte des conséquences de cette suite de décisions. Atlan décide qu'à l'avenir, il évitera de combattre, et on va voir qu'il se tiendra le plus possible à cette résolution pour le reste de la campagne. Ils interrogent Jotun, qui, comme
comme à son habitude, essaie de s'en sortir en mentant comme un arracheur de dents. Et on retrouve ce succulent RP de fibres qui est probablement une des choses que je préfère dans Game of Thrones, avec ce Jotun incroyable qui est toujours malicieux là, et quand il dit j'ai quelque chose de très important à vous dire, c'est que vous m'avez manqué. Pour toujours changer de sujet, ne pas penser au fait qu'il est un roublard, quoi. Oui, c'est cool de le souligner parce que je l'aurais fait. Enfin, si t'avais rien dit, j'aurais envie de le faire aussi. Et j'aime énormément ce type de phrases et d'effets. Et surtout, n'oubliez pas que c'est important de rappeler aux gens qu'ils vous ont manqué si ça fait longtemps que vous les avez pas vus. C'est important et ça les touchera. C'est noté. Jotun lâche quand même que sur le cadavre de Gérassi doit se trouver ce qu'ils ont volé à Moussa. Et les aventuriers, en plus de quelques pièces, trouvent effectivement une boîte en fer avec un signe en forme d'étoile. Certainement une fleur de jasmin stylisée, emblème du royaume de la Côte Dorée. Ils essaient toutes leurs compétences dessus, mais rien n'y fait. La boîte viendrait d'Akaba et il est impossible de l'ouvrir, que ce soit par l'expérience des serrures de Niklas ou la force de Ketra. Je me souviens de cette boîte dans notre partie à nous et j'avais beaucoup aimé le dénouement de cette quête et j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour eux. Donc on en revient à Jotun. Un grand débat se met en place. Un camp veut le garder et l'utiliser, quand l'autre veut s'en débarrasser. Moi, je propose de le jeter dans la rivière. Mais là, on n'est pas sûr qu'il meurt. Oui. Si on le jette. J'aime bien l'efficacité. Alors. Je propose que tu le tues. Jeter n'est pas tuer. Tu le tues et après on le jette dans la rivière. On lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. Ou alors je tente un truc fou Et il meurt qui est d'infection. impossible. Je tente un jet de psychologie que je vais forcément rater et j'essaye de connaître les motivations secrètes de Jotun parce que cet individu m'intrigue quand même un petit peu. Et il me fait mentir tout de suite parce que c'est un 13 et Atlan réussit son jet et il comprend parfaitement la psychologie de Jotun. Un opportuniste qui n'a pas de mauvais fond mais qui fera tout pour survivre, quitte à trahir tout le monde. Ketra propose de le marquer avec l'amulette pour le lier à eux, en lui faisant croire qu'ils peuvent enlever la marque. Fort de cette nouvelle association, le voleur prend confiance et le propose un deal. Ramener la tête de Gérassi à Arya contre une prime dont il voudrait 50%. Bien sûr, ça débat. Ils finissent par tomber sur 10% pour Jotun. Les débats sur son utilisé reprennent et Jotun passe tout près de finir dans le parcours. Clodomir est pas particulièrement insistant sur ce point, mais ils finissent par se diriger vers Arya. Alors cette séquence, elle est vraiment formidable. Et j'aime beaucoup l'extrait que tu as choisi, Erkep, parce qu'avec les va-et-vient, on le jette dans la rivière, on lui coupe la langue, on lui laisse la vie. Puis Jotun qui plaide pour sa propre vie, ça j'adore. Et le passage où Atlan piche toute la psyché du bonhomme avec le fameux... quand Clodomir dit « Je le voyais comme ça, Jotun, comme un mec de droite. » Mais ta parole ne vaut rien, Jotun. Je pourrais toutes les citer tellement elles sont bonnes, les catchphrases à ce moment-là. Voilà, c'est un moment en or. Ils ont eu un raisonnement super tortueux avec le fait de faire toucher l'amulette et tout pour le maudire. Parce qu'ils auraient peut-être simplement pu le faire jurer sur le fleuve des morts et juste pour éviter toute trahison et ils auraient été tranquilles. On te laisse la vie si tu jures que tu n'atteindras jamais à nos vies ou à nos objectifs. Et en fait, il y a un passage aussi où je me demande si Jotun il a pas lancé une perche. Il a dit qu'il connaissait des endroits pour faire de bons repas sur Arya et je me suis dit peut-être une petite référence à gourmandise, peut-être il aurait pu la trouver. Et en plus, je pense que c'est Fibre Tigre qui lance des infos comme ça, l'air de rien. Ils sont tous tellement occupés à savoir comment ils vont le tuer qu'ils font pas attention. Ouais, effectivement, Jotun, c'est le plus habile membre de la guilde des poissonniers. On apprendra qu'il a au moins 80% en volée. C'est le cheat code idéal sur la campagne. Et comme c'est un personnage aussi haut en couleur que très sympathique, souvent les joueurs et les joueuses qui ont la chance de jouer la campagne, s'ils ont pris le temps de le connaître comme Atlan, ont une toute relative confiance en lui. Ça peut débloquer pas mal de quêtes. D'ailleurs, dans ma campagne, ils ont tué Jotun directement, sans hésiter. Et ça m'avait un peu brisé le cœur. Et au fond, j'aimerais beaucoup savoir, et je fais un appel,
si jamais vous avez joué ou vous faites jouer la campagne Aria, est-ce que Jotun a survécu à ce moment, à cette rencontre? N'hésitez pas à nous le dire en MP sur Twitter. Au loin, vous voyez enfin Aria, la plus grande cité du monde, de hauts murs d'enceinte et d'immenses portes. Des oriflammes portant la couronne d'or du royaume, les allées venues de charrettes de marchandises, la rumeur de la foule, l'odeur infecte, un pont majestueux qui part sur la mer vers un immense roc où surplombe le château royal. Le parcours, fleuve immense, coule du nord depuis la forêt d'où vous venez et vient plonger dans les murs de la ville. Quelle magnifique description. J'avais des images et des fragrances plein la tête lors de la première écoute, et même maintenant encore. Et je trouve que l'illustration de Papayou dans le livre lui rend particulièrement hommage. L'arrivée à Aria, elle est vraiment magnifique, je suis d'accord avec toi. Une longue file d'attente bloque l'entrée de la ville, et bien évidemment, ils ne veulent pas attendre. Donc pendant qu'ils coupent la file, ils se rendent compte que Jotun manque déjà à l'appel. L'entrée est payante, et elle est gardée par un garde particulièrement entreprenant avec Ketra, et une garde qui croit reconnaître la gladiatrice et connaît même son nom. On apprend dans le JDR papier que nos aventuriers passent la porte de l'étoile, empruntée surtout par des commerçants, et donc soumise à une grosse taxe. En se renseignant un peu, ils auraient appris qu'il existe 2 autres portes au Septentrion et au Ponant, réservées, elles, aux voyageurs sans marchandises. Donc, potentiellement sans taxe. Et bien du coup, eux, pour économiser 4 deniers, Donc, les pièces d'argent frappées d'un orbe, Winks, Atlan enfile l'armure qu'il a lootée sur Gérassi et tente de se faire passer pour un soldat. Mais bien entendu, il jette un 95 et se fait immédiatement griller. D'ailleurs, s'il avait mieux regardé, Atlan se serait rendu certainement compte que l'armure de cuir portait le blason d'Aria, la couronne du roi des rois, emblème aussi des écus d'or, mais peut-être était-elle en trop mauvais état. Il se fait donc dépouiller de son armure, malgré ses tentatives d'explication, et même la tête du bandit n'impressionne pas les gardes. Soit il paye, soit il reste dehors. Donc, vu qu'ils sont prêts à tout pour ne pas payer, et surtout ne pas se faire fouiller, Atlan tente une nouvelle tactique, cette fois couronnée de succès. Il chauffe les marchands qui faisaient la queue pour déclencher une bousculade et passer en profitant de la diversion. Et Atlan, là, il en a, pour toujours continuer dans la même lignée, il en a un point où le pauvre, il doit même négocier avec les autres avant d'avoir le droit de faire un jet. Je vous jure, je suis en bonne veine, je le sens. C'est clair qu'il a une sacrée poisse, ce mec. Et mais de toute façon, c'est ce que tu disais dans ta précédente chronique, il avait fait seulement 33% de réussite, c'est ça? Ouais. J'ai hâte de voir les stats de cet épisode. Tu vas être surprise. Donc seule Ketra se fait arrêter par Sévina la garde. Elle doit payer et toutes ses affaires sont inspectées. Un secret du JDR papier, Sévina est une sincère admiratrice de la très charismatique Ketra et se souvient de son passage à Aria en tant qu'esclave combattante. Et donc ils entrent enfin dans Aria. Les toits des maisons se touchent, et toute une population d'ailleurs d'enfants vit sur ces toits. Des ruisseaux infects sont au centre de chaque rue, des ronges-fanges, donc ces affreux rats noirs, rampent partout. Il y a aussi des mouettes, des albatros, des ronrons, c'est des ratons laveurs affectueux mais très intéressés par la nourriture, qui n'hésitent pas d'ailleurs à voler dès que vous avez quelque chose à la main. Prostituées, mendiants, camelots, voleurs, gardes, tout le monde vous regarde, et tout le monde vous ignore. Vous avez vraiment l'impression, pour la première fois et pour la première fois plus que jamais, d'être minuscule dans un monde immense. Et là, Atlan est frappé d'un souvenir. Il a vécu ici. Ils engagent un petit guide Mélanassi, Lucas, et lui demandent un endroit pour se soigner. Il les dirige vers le temple d'Ina. Il a l'air trop mime, ce personnage. Je les trouve trop cool, les Mélanassi. Je les imagine un peu comme une créature un peu entre le pompon et les dessins de Claude Ponty. Et je me demandais, parce que j'ai pas vu, nous, dans les pré-tirés et les fiches de personnages, c'est possible de jouer un Mélanassi? Oui, un des joueurs de la campagne Les Reliques de la Reine des Reines de la Dice Rolling Tea joue un Mélanassi d'une bonne 50aine d'années. Donc l'occasion de faire un big up à la DRT et en particulier à Seikame, donc qui joue Enzo, le Mélanassi. Donc la caractéristique des Mélanassi, c'est d'avoir surtout une très forte constitution. Donc il a choisi de le jouer avec un prodige
c'est-à-dire avoir 20% à toutes ses stats, sauf l'endurance, il a je crois, 80, mais la possibilité de monter 2-3 fois dans une campagne une statistique à 80% en mode shonen. Et d'ailleurs, Céladon, j'espère que je suis pas une ignorante en demandant ça, mais j'ai ni la rêve du pompon, ni la rêve de Claude Ponty, donc tu pourrais Moi, j'ai que le pompon. Ah ouais, je suis désolée. Le pompon, c'est la boule que tu fais, tu sais, avec de la laine, là, et qui fait des petits fils. Et ça fait... ok, littéralement un pompon. Je Ouais, pensais que c'était genre un personnage de League of Legends ou un truc que je... Non, c'est un pompon, Ok. ce qu'il y a de plus banal, en laine. Et Claude Ponty, c'est un illustrateur, et alors je sais pas s'il écrit des histoires, mais c'est pour des livres pour enfants, et il a pas mal de personnages qui sont un peu genre poilus de partout, tout ronds, et genre qui ont des mains un peu potelées, et c'est des héros qui ressemblent un peu à des bébés, et en même temps il y a des monstres un peu effrayants et tout. Ah d'accord, j'irai voir. Maintenant je sais plus de choses grâce à toi, Céladon, merci. C'est totalement ça, hein, le Mélanassi, tu les as très bien décrits, Céladon. C'est des pompons. Et moi j'aime bien ce moment parce que on voit déjà l'obsession de Clodomir pour la quête de gourmandise, vu que c'est la première chose qu'il va demander au petit Mélanassi à Lucas. Et il est vraiment là, je vous rappelle qu'on a quelque chose à déposer à gourmandise. Et j'adore quand Nicolas lui rétorque oui mais je te rappelle que je saigne. Et oui, et on te rappelle, Nicolas, que tu as de la Mérilia dans ton sac. Une potion de soin, bon, ça sera pour la prochaine fois. Ou pas. Ils finissent donc par arriver au temple et ils continuent leur session négociation pour des soins gratuits, se vantant de la restauration de la statue de Claveau. Comme ils se présentent comme des fidèles partisans d'Ina, la prêtresse leur confie une quête. Suivre Fripouille, un des chats du temple qui en sort toutes les nuits pour on ne sait où. Un comportement anormal selon elle. Mais alors, moi j'ai souvenir que la compagnie des rouages allait bien plus tard à Aria, parce que je crois que j'étais là quand on a fait cette quête, et d'ailleurs on a bien failli mourir. Ouais, on peut revenir plusieurs fois à Aria, effectivement. C'est un peu le hub de la campagne et là où le bac à sable est le plus important. Bien sûr, certaines quêtes ont une deadline, mais beaucoup d'entre elles peuvent être faites dans le désordre avec un degré moindre pour la quête principale, bien sûr. Mais heureusement, beaucoup d'informations sont disponibles en backup dans d'autres endroits. Ah ouais, ok, je savais pas. Merci. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Ils ont zappé cette quête-là la première fois, et quand on est revenu, je l'ai remis. Donc ils continuent d'âpres négociations, mais finissent par devoir payer, mais bien sûr, le minimum. On ne le mentionne pas dans l'actuel play. La plus petite monnaie, c'est les pièces de fer ou les rois. Donc ici, la plus petite devise, c'est le liard de cuivre. Frappez, je vous donne dans le mille d'un sceptre. Ketra regagne 1 point de vie, mais impossible de soigner Niklas. Il est maudit. Elle regarde ta main. Elle dit ah, ça c'est oh, il y a un X dans sa main. Hey, j'étais marqué. C'est un signe d'une malédiction très grave. Je ne peux rien faire pour vous. Par contre, vous voyez ce grand temple, c'est le temple du dieu exilé. Je crois qu'il peut faire quelque chose pour vous. Pour lui, ils doivent aller au temple du dieu exilé. À partir de là, la ville s'ouvre à eux et ils hésitent beaucoup sur la suite de leurs actions. Taverne, achat, traduction du parchemin, quartier noble pour Atlan. Ils décident qu'ils ont avant tout besoin d'argent et d'aller livrer la tête de Gérassi au bureau des doléances au Palais Royal. Mais à peine quelques pas plus loin, ils tombent sur le grand marché d'Aria et s'arrêtent pour faire des emplettes. Il y a de nombreux points de vente et d'achat à Aria, les docks qui font office de marché au gros, le grand marché dans le quartier populaire du Ponant, près de la porte du coucher et des champs intérieurs, le marché qu'on voit ici, entre la place des Nobles et la colline creuse, de très nombreuses guildes spécialisées, forgerons, tisserands, verriers, bijoutiers et les thermes que nos aventuriers ne visiteront jamais se situent dans cette colline creuse. Mais ça, c'est pour les marchandises dites classiques.
Les touristes comme Nicolas seront plus attirés par l'exotisme du quartier des plaisirs. Les érudits comme Clodomir visiteront le ghetto d'Aqaba. Si l'on souhaite enfin obtenir des marchandises moins légales et plus dangereuses, telles que la technologie Knigayotte, il faudra braver les dangers du quartier des ombres. Alors, à la base, il voudrait acheter des fioles pour l'alchimiste, mais il se laisse plutôt attirer par des joueurs de Bonto. Nicolas rate lamentablement son jet de perception. Il fait un 96, mais il gagne quand même la première partie. Malgré les protestations de Ketra et les proverbes d'Atlan, Clodomir et Nicolas continuent de jouer. La chance insolente de Clodomir dégoûte les arnaqueurs qui s'arrêtent au bout de 2 parties. Il y a quelque chose là, je le sens. Carte de gauche. Vive la gauche. Vous le savez. Retourne la carte. Ah putain, c'est pas vrai. Bon, alors les mecs qui disent, bon, écoutez, je vois qu'on est des petits malins. D'accord, c'est bon, on va jouer à un autre jeu. Regardez la richesse. Et ils arrêtent de jouer. Ils arrêtent. Franchement, C'est encore un passage que j'adore. J'étais vraiment bien loin d'être MJ à l'époque de ma première écoute. Et pourtant, je me rappelle m'être dit que c'était vraiment génial de voir comme une idée, tu sais, vraiment simple, pouvait créer une séquence aussi conviviale dans un jeu de rôle. C'est une des choses que je préfère dans Game of Roll. Et ici, j'adore aussi le RP de l'âme. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore Nicolas. C'est qu'il veut toujours s'amuser, quelle que soit la situation. Il va toujours servir le scénar de Fibre. Chaque fois que Fibre lui tend des perches, il va sauter dedans. Et ici, même si ça pue l'arnaque à 100 mètres, même s'il sait que lui, il a fait un 96, il va quand même entraîner tout le monde à se prêter au jeu. Et puis, il y a cette entourloupe de Clodomir. On sait toujours pas exactement comment il a fait. Et la tête du MJ, elle est vraiment géniale. Ouais, Fibre, il est vraiment super chouette. Il donne trop envie de jouer. Il est vachement entraînant. Il donne, enfin, il y a, je pense aussi ce petit côté jeu sur table que moi je connais pas. Et du fait que il joue vraiment avec les cartes, je trouve ça super. Ouais, et puis Daz, c'est le cas de le dire, il reste totalement poker face. Et il va avouer plus tard dans le débrief, je crois, de fin de partie, comment il a feinté le MJ. Ouais, mais je crois qu'il dit juste je l'ai senti, c'était un feeling. Bah, en fait, je crois que sur un autre de ses streams, c'est Fibre qui en avait reparlé. Il avait avoué que je crois que Fibre avait plié les cartes et qu'il voyait en fait complètement les cartes. Ah d'accord, ça m'étonne. Donc voilà, poker face de Daz. Donc ils profitent de leur nouvelle richesse pour acheter de l'ugli ambré, un pomelo qui revigore Nicolas. Leur guide négocie de la nourriture contre de bonnes infos et ils apprennent qu'il faut payer pour passer les ponts et du coup pour livrer la tête. Toutes ces micro-transactions les découragent et ils finissent par choisir d'aller se reposer dans une taverne. L'évocation d'un quartier des plaisirs fait briller l'œil de l'alchimiste. J'adore quand Atlan parle de taverne advisor. Il va utiliser plusieurs fois ce terme et ça me fait beaucoup rire. Mais je pense que tout auditoriste d'Actual Play adore et à la fois déteste les arrivées dans les villes parce que les PJ passent toujours 3 heures à choisir où ils vont aller ensuite. Et moi, je dois avouer que écouter toutes ces discussions a posteriori, ça me plaît beaucoup. De voir privilégier les petites quêtes secondaires alors que, Atlan, il dit « Je vous rappelle qu'on a un chat à suivre ». Alors que le gars, il a reçu un flashback sur ses origines pour une quête super importante pour son personnage. Et lui, tout ce qui... la chose la plus importante pour lui, c'est fripouille. Ouais, et d'ailleurs, il change encore une fois d'avis et remonte la colline vers le temple du dieu exilé, pour la malédiction de Nicolas. Encore une fois, au bout de quelques pas, il s'arrête pour visiter la colline creuse où sont basées toutes les guildes, notamment celle des verriers. Ils veulent acheter des fioles, mais renoncent à l'annonce du prix. 1 demi-IQ pour 10 fioles. On va voir que cette décision fait qu'ils vont passer un grand moment de l'aventure sans moyen de faire des potions. Ils finissent enfin par arriver au temple du dieu exilé. La main de Nicolas le pique, mais il décide de rentrer quand même. Et il perd de nouveau un point de vie. En plus, l'amulette prend feu, ainsi que le sac d'Atlan, et presque toutes ses possessions. Un prêtre du dieu exilé intervient et leur explique la malédiction. C'est un talisman qui appartient à un dieu qui s'appelle l'ennemi. Ah. Et ceux qui l'ont touché portent la marque de l'ennemi. D'accord. Donc, je n'ai pas le pouvoir de l'enlever. Par contre, effectivement, je peux
éventuellement en atténuer les symptômes. Il leur faut donc un bandeau de la soie la plus pure. Ils tentent celle qu'ils ont récupérée à Arance, mais elle ne l'est pas assez. La soie d'Arance du père Chapi vient d'Osmanie en passant par Varna. C'est là qu'on comprend que malgré la guerre, il y a toujours du commerce entre les deux royaumes, comme IRL. Il repart donc à la colline pour trouver la guilde des tisserands. La soie la plus pure est bien évidemment très rare et très chère car elle vient d'Amazia. Il renonce directement à l'achat car Niklas déclare qu'il peut vivre avec sa malédiction. Il demande donc à Lucas de les conduire au quartier des plaisirs dans une taverne pas chère. Ils sont arrêtés au premier pont. Les soldats leur conseillent d'aller chercher un laissez-passer à la caserne et c'est encore l'occasion d'un nouveau demi-tour. En chemin, ils passent une taverne au pif et nous entendons pour la première fois la célèbre phrase « Je rentre dans cette taverne, oui. Je demande si Gourmandise travaille aujourd'hui. » J'adore cette phrase. J'aime trop parce que le prénom de Gourmandise, la répétition et tout, je trouve ça gourmand. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Tu trouves Gourmandise gourmande? Oui. Et du coup, ils s'arrêtent pour manger. Alors là, je fais une petite parenthèse. Je vous avoue que le résumé, il est fastidieux pour cet épisode. Ils prennent des décisions, ils changent au bout de 10 secondes, ils font des allers-retours dans toute la ville. On sent que la partie scriptée est terminée. Ils sont entrés dans l'open world. La campagne prend une toute autre dimension. Mais c'est un peu laborieux pour moi. Là. Mais juste avant, Niklas, il va faire une référence à un dessin animé qui s'appelle Les 12 travaux d'Astérix. Je sais pas si vous le connaissez. Oui. C'est vraiment un de mes dessins animés préf ever. Surtout pour la séquence, évidemment, avec le cuistot belge et la bouffe. Mais là, donc, il fait référence à la célèbre épreuve de l'administration qui s'appelle la maison qui rend fou, où il y a nos deux Gaulois là qui doivent courir d'un bureau à un autre pour obtenir les bons formulaires. Je crois que le nom du formulaire, c'est le laissez-passer A38. Nous voulons le laissez-passer A38. Hein? Le laissez-passer A38. Ah, ne criez pas, hein? Voilà des manières. Ouais, le fameux « Le laissez-passer A38 ». C'est une séquence vraiment mythique de la pop culture et je la trouve parfaitement adéquate. C'est adéquat d'y faire référence à ce moment-là parce qu'on a l'impression que depuis leur arrivée à Aria, il n'y a rien qui est facile, qu'il faut courir d'un endroit à l'autre, qu'il y a 10 micro-étapes entre chaque action et c'est vraiment très bien fait. Et bon, je me répète, hein, mais j'adore absolument toute la partie Aria et la manière dont le scénario est écrite. Pour que tout s'entremêle comme ça, toutes ces intrigues, et ça rend un peu fou les PJ, et Erkep aussi, visiblement. Un peu. D'ailleurs, la séquence de cuisinier belge et tout ça, de la bouffe, on le retrouvera plus tard dans la campagne, si je me trompe. C'est ça, là, avec la sœur de Gourmandise. Ouais. C'est incroyable. Ce passage est vraiment génial, j'ai adoré. Donc il regagne un peu de vigueur, et Atlan se fait alpaguer par une chiromancienne qui lui lit les lignes de la main. Elle voit une guilde, des poissons et des épreuves. Bref, pas grand-chose, sinon la confirmation que la guilde des poissonniers de Jotun existe. Alors, moi j'aime bien le fait que Fibre Tigre utilise à plusieurs reprises la technique de la diseuse de bonne aventure pour remettre ses joueurs dans le droit chemin. Et ici, ça a l'air peut-être un peu obscur ou et très peu utile, mais a posteriori, on sait que l'aventure principale, l'arc Aria, tourne en réalité autour de la guilde des poissonniers. Donc ici, grâce à la chiromancienne, ils vont un peu leur faire comprendre que la guilde, c'est pas juste un bête truc sur les poissons, quoi, mais que ça a un rôle plus important que le côté anecdotique qu'elle avait jusque-là. Et je trouve ça très chouette. Donc pour arriver à la caserne, ils reviennent pratiquement aux portes de la ville. Donc un tour pour rien. Ils présentent leur casque et récupèrent un sauf-conduit pour les ponts de la ville. Une affiche attire l'œil de Clodomir. Un grand concours de tir à l'arc a lieu le lendemain. Le prix du tournoi, l'arc légendaire d'Axar de Varna, fait briller les yeux de Ketra. Le tournoi entre donc tout en haut de leur journal de quête. Alors, corrigez-moi si je me trompe, parce que je suis pas sûre de mes dires. J'ai l'impression que c'est le premier vrai concours de Game of Thrones, et c'est ce qui est l'ADN absolu de l'aventure et de l'écriture de Fibre. Et ceux qui ont joué avec moi le savent, moi je casse toujours un petit concours bidon dans mes parties. C'est une de mes choses préférées dans le JDR Aria. D'ailleurs, je crois que Erkep t'avait gagné
un concours dans une de mes parties. Oui. Il fallait faire des jeux de mots pourris et tu avais très bien réussi ça. Non. Ok, oui. Et si, non, c'était très drôle. J'ai éclaté de rire. Bon, tu vas me dire qu'il m'en faut peu pour rigoler, mais c'était vraiment bien. Et ici, donc, c'est un bel objet. C'est pas du tout un haribidon. Et ça me fait rire parce que la description, elle est hyper détaillée. Il est en if noir de Galibolu et en tendon d'ours du pays des monastères. Et ça les fait beaucoup rire et ils se moquent limite un peu de fibres. Comme si c'était des mots inventés, quoi. Et pourtant, même si ce sont des lieux qui ne seront pas visités pendant la campagne, c'est pas des trolls, c'est des lieux qui font vraiment partie du lore, me semble-t-il. Ouais, totalement. D'ailleurs, Keitra détecte très vite le loot légendaire qui peut one-shotter un adversaire sur un nombre finissant par 5 ou 0 et donne aussi un bonus de charisme si on porte l'arc bien en évidence auprès des Arianais et des Varniens. En effet, l'arc, c'est l'une des 2 armes mythiques du roi Aksar de Varna, faite effectivement dans un bois d'un arbre d'Osmanli et gravé du lion de Varna. Les aventuriers sont appelés à traverser cette fameuse presqu'île du Galibolu, mais ils ne le savent pas encore. On peut supposer que le roi Aksar l'a offert à la couronne d'Aria en remerciement de l'aide pour la reconstruction du mur tombé l'an dernier et ou pour renouveler les liens d'amitié avec la capitale qui est actuellement en guerre avec Akaba, bien que Varna ne puisse pas s'y engager dans cette guerre car elle est très occupée, elle, à surveiller l'Osmanie. Et du coup, Galibolu, c'est la presqu'île en Osmanie pour arriver jusqu'à la bataille finale, mais on l'aborde quand même assez peu dans la campagne. Bah, c'est la partie entre les bois du Bolaïr quand ils vont rencontrer spoiler et la traversée du labyrinthe des brumes, ainsi que Hydraïl à Daisy. C'est dans ça fait partie de Galibolu. Ouais, c'est le fameux rivage, c'est le fameux sombre Rossac. D'accord, ok. Et du coup, avec ce sauf-conduit, une toute nouvelle liberté s'offre à eux. Ils se dirigent donc vers le bureau des doléances au Palais Royal, avec leurs têtes et leurs casques. En chemin, Clodomir passe des têtes dans toutes les tavernes pour demander gourmandise. Ne la trouvant pas, ils arrivent au Palais Royal. Un immense pont surplombe la mer de la Morsure et s'envole depuis Aria pour arriver jusqu'à un haut rocher en pleine mer où se dresse le Palais Royal. Le palais royal d'Aria monte en spire plus haut que tout relief à l'horizon face à la mer. Ses nombreuses tours raffinées à l'architecture dentelée sont protégées par d'épaisses murailles blanches. Ils sont reçus par Tarsil Vernet, un fonctionnaire basique, nous dit Atlan. Il déballe la tête du bandit et gagne 5 deniers. Il se renseigne sur les potentielles quêtes lucratives qu'il pourrait effectuer et on entend parler des problèmes de Naporia qu'on rencontrera beaucoup plus tard. Il ne s'annonce finalement pas comme la troupe du rideau, mais en voulant partir vers le quartier des plaisirs, ils sont arrêtés par la générale Cassandre qui reconnaît Keitra. Elle lui rappelle qu'elle lui avait confié une mission à elle et à sa sœur, Kaina, il y a 6 ans et qu'elle n'a jamais été accomplie. Si on peut s'étonner que Keitra ne semble pas reconnaître la ville d'Aria alors qu'elle y est clairement déjà venue, faut comprendre qu'à l'époque, elle était une esclave d'Akaba, a mené très vite du port jusqu'à l'arène pour combattre, puis elle sera envoyée à Irem sans avoir eu le temps de faire du tourisme. De même, on comprend que c'est Kaina qui a été chargée de la mission par la générale Cassandre, la mission de retrouver le sceptre, et Kaina n'a jamais donné les détails de l'objectif ni du comment elle et Keitra ont été affranchis par cette dite générale Cassandre. Et la générale Cassandre donc la menace d'être accusée de désertion, mais elle a l'air plutôt conciliante. Keitra jure sur loi sacrée de venir faire son rapport le lendemain. Comme dit Atlan, jure sur le piaf et tout se passera bien. On l'avait déjà un peu abordé dans le premier épisode, mais le système de serment et de sous-serment mis en place par Fibre est vraiment super malin, parce que ça repose sur rien en soi, donc il doit rien offrir en échange, mais ça lui permet de balader un peu ses joueurs comme il l'entend, et de les mettre face aussi à leurs propres décisions, à mettre du poids dans leurs actions, ne pas faire des mensonges et des paroles en l'air. C'est vraiment une mécanique brillante.
Et c'est là dont à un moment tu disais, je comprends pas pourquoi il a pas juste fait jurer sur le fleuve des morts, mais nous, c'est avec le recul qu'on a conscience de l'importance dans le lore des serments. Ici, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore bien intégré l'importance des serments, et donc que ça leur vienne à l'esprit. C'est pas une évidence à ce moment-là de l'aventure, quoi. Oui, je comprends. Je comprends parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'explication au début, et puis en plus, c'est un avantage pour Fibre Tigre, et s'il le donne à ses joueurs, après, je pense que ça peut être emmerdant pour le maître du jeu, non ? Ouais, c'est exactement ça. Ils quittent donc le château, bien décidés à enfin trouver une taverne pour se reposer, et ils atterrissent à l'Anguille d'Argent, où gourmandise ne travaille pas non plus, mais qui est tenu par le maître des docks, César Costa. Nicolas laisse ses compagnons et s'éclipse pour le quartier des plaisirs. Donc Nicolas, toi tu claques la porte et tu vas au quartier des plaisirs. Oh oui. Constitué d'une longue rue unique et sinueuse, morte de jour mais éclairée de rouge et d'or la nuit, le quartier des plaisirs alterne entre établissements proposant alcool, toum, décoction de folle rouge, qui est un opiacé puissant, mais aussi prostituées de tout genre, de race et d'âge. Génial. Et il se laisse immédiatement embarquer pour une nuit de tous les plaisirs par deux jolies Linassi qui l'emmènent au Ronge-Fange Rieur, où elles ont leur quartier. À ce moment-là, il y a Nicolas qui dit qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et c'est vraiment une phrase importante parce que c'est un peu les prémices du fameux What could go wrong de la compagnie qui va devenir un peu leur mantra. Pendant ce temps, les trois autres rencontrent César Costa. Ils lui demandent un tuyau pour traduire la langue d'Aqaba. Bien sûr, César est prêt à les aider en échange d'un tout petit service ou d'une grosse somme. Ils choisissent bien sûr le service. Et à ce moment, il y a un truc incroyable qui se passe entre Fibre Tigre et Daz qui se regardent. Ils sont tous les deux penchés sur la table et tout. Il y a vraiment une intensité et tout. On dirait une scène de film. En plus, il y a des caméras il y a un jeu de caméra et tout. Et puis, au final, c'est très vite. C'est très rapide. C'est très vite. Il manque plus que la petite musique de western. Ouais, presque. Et puis, tu vois. Je trouve que ça se voit, les personnages qui jouent, ils sont physiquement présents dans leurs attitudes, quoi. C'est fou. C'est vrai qu'ils changent de position presque Fibre en fonction de ce qu'ils jouent. C'est du bon boulot. Alors par contre, petit point capillaire à propos de César Costa, parce qu'il est décrit dans l'actual play comme un type chauve et très baraqué. Et je sais pas vous, mais moi c'est comme ça que je me le suis imaginé, hein. Et c'est l'image qui m'est restée dans la tête. D'ailleurs, je trouve que l'illustration que vous avez choisie, que tu as choisie, Erkep, sur la table virtuelle, elle est vraiment parfaite. C'est comme ça que je m'imaginais. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'actuel play de la table virtuelle, c'est un mec baraque, tout habillé de cuir, avec vraiment le crâne parfaitement brillant et chauve. Or, dans le JDR papier, il est décrit comme portant une touffe de cheveux pas possible, ce qui est logique, vu que il va cacher sur son crâne le morceau de carte dans la suite de l'aventure. Mais pour moi, c'est un blasphème. Donc voilà, je m'y oppose. Je monte le syndicat pour un César Costa chauve et je m'y tiens. Ouais, moi j'imagine bien César, cet ancien frère de la côte, avec une belle tonsure bien prononcée, mais un reste de belle toison qui lui permet de cacher sa carte. Pouvoir de l'imagination. C'est ça, le bon compromis. C'est ça. Mais alors moi j'avais imaginé que ça va être, je pense, ça va paraître très bizarre, mais j'avais imaginé que en fait le tatouage il était genre sous la peau. Ah. Même si c'est genre impossible, mais je me dis à Aria et tout que c'était genre imprimé à l'envers, quoi. Ça aurait été encore plus gore alors quand ils essayent de le trouver. Il a fallu le dépecer. En tout cas, César leur explique la situation. Un navire d'Athina, la justice du Lion, et son capitaine Mardonius viennent d'accoster, mais ne veulent pas s'acquitter de la totalité de la taxe portuaire en raison d'une différence de mesure entre les deux pays. Leur mission est simple, récupérer la taxe.
Athina, qui vient d'Athènes, c'est une cité côtière au levant d'Aria, proche de la frontière haussmannienne. Elle semble faire commerce avec le port de Sanakale via la mer Ancienne. On entendra peu parler dans l'actuel play. On sait que c'est une cité où l'esclavage est largement pratiqué et que des affranchis et des évadés vont souvent trouver le refuge à la cité libre de Varna. Clodomir, Kétra et Atlan sillonnent les docks et trouvent leur navire. La négociation se passe mal. Mardonius refuse toujours de payer. Et Clodomir décide de tirer une carte. Il espère un cœur pour influencer les esprits, mais sort un 8 de trèfle. Je sais plus ton nom. Mardonius. Mardonius, tu t'entêtes à ne pas vouloir t'acquitter de ta dette. Ah oui, complètement. Je pense que je ne dois pas la payer. Eh bien, très bien. J'invoque les flammes. Le bateau brûle, coule, avec toute sa cargaison, et les 10 esclaves cachés dans les cales. Il faut qu'on en parle, hein, de ce J'invoque les flammes, qui est quand même mythique-issime. Je me demande si c'est pas la phrase la plus emblématique de Clodomir. Je le trouve évidemment hyper charismatique, quand il l'a dit en tout cas. Et pour beaucoup de fans, c'est d'ailleurs l'une des scènes les plus marquantes de ce début de campagne, et de même peut-être toute la campagne. Et je dois avouer que je comprends pourquoi. Parce que certes, elle est drôle, mais elle est aussi, déroutante, parce que elle est, même avec le recul, je suis toujours un peu choquée du fait que Clodomir arrive à tuer autant de gens, et des innocents, avec autant de facilité et de détente, parce que, bon, même si au début, il sait pas qu'il y a des esclaves en cale, il y a toujours un risque de blesser ou de tuer des marins restés à bord, et avec cet effet de style, il le fait quand même. Je sais pas, moi, ce que vous en pensez de cette scène, et plus généralement, du fait de tuer des gens gratuitement, un peu gratuitement dans le jeu de rôle. Je suis assez d'accord, du coup, c'est assez choquant, mais en fait, les réactions des autres joueurs, elles sont parlantes. Il y a Nicolas qui est genre abasourdi, qui est mais qu'est-ce que tu fous, et genre Kétra ensuite, elle est terriblement choquée, mais elle quitte vraiment pas son rôle, parce que elle, du coup, elle a connu ce que c'est être esclave. C'est horrible. Et après, la scène, comme je me l'imagine, elle est super badass, genre le sorcier qui met sa menace à exécution sans aucune difficulté. Franchement, ouais, il en impose. Je suis super d'accord. Et je pense, en fait, ça soulève une question de jeu, en tout cas que moi je me pose des fois. Je pense sur Mutant, par exemple, je me pose cette question. Enfin, sur Mutant, c'est parfois un peu difficile de faire des trucs hyper badass, mais la question se pose en tout cas de est-ce que ce type de violence hyper disproportionnée, elle est excusable lorsque l'action elle est spectaculaire et réussie. Parce que au final, c'est un jeu, personne ne meurt vraiment, mais même en tant que joueur, je trouve parfois ça dégoûte de détruire des vies, surtout que là, c'est plutôt des gens qui sont innocents, et le problème vient c'est une erreur de compréhension, quoi. Il y a juste un problème de communication, donc c'est un peu triste. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, Fibre a voulu mettre en exergue la puissance et l'instabilité de cette magie hyper dangereuse. Des conséquences possibles aussi à l'utiliser comme Clodomir sur un coup de tête. Et du coup, on peut comprendre en partie le point de vue des miséricordieux qui estiment que les mages non formés comme Clodomir sont beaucoup trop dangereux pour être laissés en liberté, voire même en vie tout court. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que ouais, la magie d'Aria, elle est ultra puissante. Le mec, il peut faire ce qu'il veut. Il peut renverser des régimes, il peut détruire la planète s'il a envie. Et on se dit, ah mais c'est Clodomir, notre petit mage, mais quand on voit ce qu'il est capable de faire, on se pose quand même pas mal de questions. En tout cas, la situation est sur le point d'encore plus s'envenimer entre Mardonius, son équipage et les aventuriers. Mais Atlan nous sort un 0,6 qui apaise les cœurs, et les marins se dispersent, bien décidés à saisir cette opportunité pour changer de vie. César Costa n'est pas vraiment satisfait du dénouement de l'histoire et ne leur donne pas le nom de son contact. Alors déjà, j'étais... comment Fibre Tigre le dit, mais vous m'avez pas du tout aidé, je me suis sentie vexée pour tout le groupe. J'ai été un peu déçue et un peu heurtée, je sais pas pourquoi, comme si c'était moi qui avais mis le feu au bateau.
Voilà. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le revirement de la situation avec le move d'Atlan qui est assez incroyable. Et alors, je sais pas si vous en avez entendu parler déjà, mais il y a une sorte de philosophie de vie. Alors, je saurais pas trop nommer ça autrement, mais ça a un nom. Et en gros, le principe, c'est que les coïncidences, les coïncidences n'existent pas. Et ça se base sur la lecture de signes, en gros, dans la vie quotidienne, quoi. Et si t'arrive une merde, c'est juste que t'es pas au bon endroit. Donc faut chercher, si tu te sens pas bien, si t'as la poisse ou quoi, c'est juste que t'es pas là où t'accomplirais des trucs pour les gens et où tu serais vraiment une force, je sais pas, si au contraire t'es au bon endroit, l'univers va te pousser et va t'accompagner et te donner des ailes dans ce que tu accomplis, surtout si ça rend les gens heureux et si ça permet de faire des choses bonnes dans l'univers, quoi. Enfin, c'est un peu, voilà, je suis désolée. Et je vois trop Atlan se transformer en gourou, lever les bras, faire un discours sur les quais devant 8 marins qui sont choqués, le bateau qui brûle dans l'eau et plein de gens morts à l'intérieur et tout, c'est fou. C'est super intéressant ce que tu dis là, Céladon. Qui sait, peut-être reverra-t-on Mardonius plus tard? Moi, j'ai une copine, une de mes meilleures amies, qui a vraiment cette philosophie de vie. Et elle envoie vraiment des prières à l'univers et tout, et elle se pose régulièrement la question de est-ce que je suis sur le bon chemin dans ma vie, et s'il lui arrive des couilles, elle se dit c'est probablement l'univers qui me dit que je suis pas sur la bonne voie. Donc évidemment tout ce que tu me racontes, c'est pas mon truc, mais je sais que c'est le truc de certaines personnes et qu'il y a des gens qui vivent vraiment sur cette ligne-là. Je trouve que ça a ce côté un peu chouette de du fait tu dois être tout le temps en recherche de ce que tu peux accomplir, de ce que tu peux faire mieux, et de te poser des questions aussi de pourquoi tu te sens mal et pas juste te laisser aller. Et je pense que ça doit avoir quand même des bénéfices, voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est marrant que tu utilises cette scène-là, parce que grâce à l'apaisement de Atlan, le gars il est occupé de se dire mais en fait je suis pas du tout un pirate, ma vie est ailleurs. Pas du tout un marchand. Ah oui, un marchand, sorry. En tout cas, avant d'aller dormir, Clodomir éclaire Kétra sur le serment qu'elle a fait à Cassandre. Ce serment l'engage pendant 4 ans, sous peine de mort. Euphive rappelle ici discrètement l'origine Mon d'Aria, dont la capitale était autrefois en pays Mon, avant d'être déplacée sur la Côte d'Argent à l'embouchure du parcours. La nuit se termine et tout ne s'est pas passé comme prévu pour Niklas. Tu passes une très bonne nuit en compagnie de 2 personnes. De 4 personnes, parce que nous avons rencontré des personnes dans le bar aussi. Expertes dans leur domaine d'activité. Vous avez rencontré un couple en plus. Non, n'exagérons pas non plus. En revanche... Comment ça tu t'exposes à tous les risques qu'ont les touristes. Donc déjà, tu perds ton écu qui a disparu dans la nuit. Tu peux me le donner? Génial. Super. Je te rappelle que c'était notre... Mais ce n'est pas tout, parce que tu te réveilles vraiment richesse, très heureux dans la détente du corps et de l'esprit, mais tu as perdu littéralement tout ce que tu avais sur toi. Quoi? Toutes tes recettes, tous tes ingrédients. Enfin, tes recettes, non, tu les gardes puisqu'elles sont dans ton esprit. Tous tes ingrédients. Et tu es quasiment à poil, tu ressors en caleçon plus de chèques, plus de cartes, plus de liquide. Et donc il a tout perdu, mais il gagne un point de vie. C'est vraiment un moment charnière de la campagne pour notre ami Niklas, parce qu'on était étonnés de son utilisation judicieuse de ses potions en début d'aventure. Mais il faut dire que le pauvre, il va passer le plus clair de son temps les poches vides de fioles et du reste, ce que je trouve à la fois très marrant, mais aussi parfois un peu dommage, parce que comme on le disait avec Erkep dans l'épisode précédent, l'alchimie c'est hyper stylé, et donc c'est un peu dommage, mais en même temps ça marque vraiment un tournant dans le roleplay de l'âme et dans l'histoire de Niklas. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, Niklas passe à ce moment-là en mode spring break boubou fraise.
Ouais, j'aime beaucoup sa philosophie de jeu, le renoncement à beaucoup de choses, une partie de sa spécificité d'alchimiste, le loot, etc. Et je trouve que c'est un bel exemple de joueur qui ne va pas s'auto-enfermer dans ce que l'on attend de son personnage du départ. Et il va s'affranchir de sa classe et de plein d'autres choses. Et du coup, l'évolution du personnage Nicolas, à la base érudit, bourgeois, un chouïa arrogant, va être aussi surprenante que rafraîchissante. Et je trouve en fait que l'âme, il prend assez bien la décision de Fibre. Il boude pas, enfin, n'importe quel joueur après la purée, mon loot. Là, il dit, bon, allez, YOLO. Mais Atlan a aussi eu une énorme perte matérielle, je crois, et je trouve qu'ils sont vraiment... c'est vrai qu'ils prennent vraiment bien le jeu, quoi. C'est super cool. Parce que ça rend vraiment agréable à suivre, quoi. C'est ça. Ouais. En tout cas, Nicolas traverse la ville en caleçon, du coup, pour retrouver ses compagnons. Et après avoir partagé leurs aventures de la nuit, ils partent vers le concours d'archerie. L'arc osmanien de Ketra pose question, mais Atlan convainc tout le monde que tout est normal. Ketra fait bonne figure, mais elle se fait battre à plat de couture en finale contre un personnage mystérieux qui se fait appeler l'Assassin, un archer d'exception qui a 100 à sa compétence. Ah, c'est l'entrée en scène d'un personnage emblématique de la campagne, Bonne Fortune, aka l'Assassin, premier serviteur du dieu ennemi, ancien soldat d'arrêté, c'est-à-dire d'élite, du Khan de la dernière guerre. Il est pluricentenaire, quasiment immortel, tout en étant extrêmement mortel lui-même, et pourtant il est le plus souvent très charmant et très amical. Après, il peut se le permettre avec 100 à toutes ses compétences. C'est vrai que j'avais évité de outer l'assassin en tant que Bonne Fortune en me disant que peut-être c'était un spoiler, mais je pense que Céladon, peut-être tu l'avais deviné. Surtout que Céladon, tu es la plus grande fan de Bonne Fortune qu'on connaisse. Tu es sa fangirl number one. C'est clair, je l'adore, je l'aime trop. Du coup, Atlan propose de tuer l'assassin et de voler son arc, mais les autres refusent. Et du coup, on sait qu'ils ont bien fait. Et après un passage éclair à la taverne du coin, où Gourmandise ne travaille toujours pas, ils décident de se séparer. Nicolas et Atlan vont au quartier des nobles à la recherche du passé de ce dernier. Lucas oui, c'est aujourd'hui ou sur une jamais, grande place d'allée de blanc est concentré autour d'une très grande fontaine représentant un homme portant couronne, sceptre et orbe. Quelques musiciens aux luttes et aux flutiaux, distraient des nobles richement vêtus, travaillant dans les ambassades ou résidant dans les somptueux manoirs de l'endroit. Il y a là une taverne qui s'appelle l'Arbalète. Ouais, dans l'extrait, on parle effectivement d'une statue. Il s'agit bien évidemment du premier roi des rois, à ne pas confondre, comme la compagnie Créance, avec le roi des dieux. Donc le premier roi des rois, Primus, lui-même premier serviteur du dieu Basileus, qui lui donna pour régner avec sagesse sur le royaume les 3 atours, l'orbe, la couronne et le sceptre. Pendant que Clodomir et Ketra vont au ghetto d'Aqaba pour faire traduire leur parchemin. La gladiatrice et le magicien arrivent au ghetto d'Aqaba. Coincés entre deux bras du parcours, des grandes maisons carrées au toit plat se disputent la place à quelques tavernes enfumées. Les rues sont étroites, perpendiculaires, les odeurs sont épicées, exotiques, et les conversations qui vous parviennent le sont dans une langue étrangère. Gourmandise ne travaillant pas au requin amusé, ils demandent au patron s'il connaît un endroit où faire traduire leurs papiers. Ahmed leur parle du Scorpion et la Plume, un établissement où un ancien astrologue du sultan s'est installé comme traducteur. J'adore quand ils rentrent dans le requin amusé. Il y a Das qui dit est-ce qu'ils servent de la viande qu'ils font tourner sur une branche à la verticale? Et j'aime toujours quand ils font des petits trèfles anachroniques, un peu comme le Tavern Advisor de la Tantôt. C'est trop drôle. Pendant ce temps, Nicolas et Atlan sillonnent le quartier noble, et en entrant dans la rue des 4 destinées, Atlan reconnaît la maison où il a passé une grande partie de sa vie. Il frappe à la porte. Un majordome qu'il ne connaît pas répond. La famille actuelle vient d'acheter la maison il y a peu, mais il n'a pas plus d'informations. Il faut aller au bureau des doléances. Retour dans le quartier d'Aqaba, les 2 amis arrivent au Scorpion et la Plume. Clodomir repère un petit poisson gravé en bas de la porte. Il soupçonne un rapport avec la guilde des poissonniers, mais frappe quand même. Ils sont accueillis par Yassine al-Yassi,
l'employé du traducteur. Soupçonneux de nature, ils refusent de lui montrer le parchemin et se font conduire jusqu'à son maître, Moudjahid el-Soufi. Ouais, El-Soufi qui n'est pas son nom, mais son titre d'érudit. Les tapis de la pièce étant en soie, il monte tout de suite un plan pour en voler un morceau. Kétra se positionne et découpe la soie pendant que Clodomir donne le papier au traducteur. Il lui apprend que le sceau du parchemin n'est autre que celui du sultan en personne. La traduction n'étant pas gratuite, le paiement est au choix de Clodomir, et celui-ci paie avec la boîte à l'étoile. Et on peut pas dire que ce soit l'idée du siècle. C'est incroyable cette scène de nouveau, parce que quand tu réécoutes a posteriori, et que tu sais ce qui est écrit sur le parchemin, c'est presque surréaliste. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Moi qui aime les stats, quelle était la probabilité qu'une telle situation se produise? Moi, je trouve ça fou. Et d'ailleurs, je suis toujours étonnée à ce moment-là de la maîtrise du MJ face à une telle circonstance. Il se contente d'un trait sobre. J'espère que quand vous lirez la traduction, vous comprendrez toute l'ironie de mon peuple, qui est juste parfait. Mais moi, j'aurais fait « What ?» J'aurais pas su rester calme, je pense. Il y a une capacité d'improvisation qui est sur ce genre de réplique qui est assez impressionnante. Ouais, c'est le meilleur pour ça. Mais du coup, on ne saura pas tout de suite ce qu'il y a sur le parchemin, parce qu'en maître du suspense, Fibre repart au quartier noble, où Atlan se fait passer pour un employé de la couronne en charge de mesurer la demeure pour rentrer dans la maison. C'est un succès, mais il trouve rien de particulier, à part qu'il est sûr d'avoir vécu ici. On est d'accord que le baratin RP d'Atlan, il est particulièrement judicieux ici, avec sa loi foraise. Il n'y a rien à dire, on parle de Fibre, mais lui, c'est aussi le roi de l'impro. Ah oui. Il est vraiment incroyable, ça marche tellement bien. Et quand il part, il dit « Vous oublierez pas de noter sur le bas de votre projet de déclaration. » Ça, c'est trop cool. Mais alors, c'est un vrai projet qui existe, toi? La loi Carrez, c'est ça. Hein. Ah, bien vu ça, bien vu. Du coup, avant de quitter le quartier, il passe à l'arbalète et gourmandise est bien la pâtissière de la taverne. Incroyable. La quête d'une vie. La traduction est terminée. T'as donné la boîte. Tu lui as donné la boîte. J'ai donné la boîte. En disant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merde. Tu peux m'expliquer Est-ce que tu peux m'expliquer, Clodomir? On se réunit ou tu dis qu'il faut dire Kael? Non, je dis Kael. Et vous remarquez que Yacine Al-Yacine a disparu du paysage. Il est parti. Ah, il est parti, il a disparu. Oui. Je pense que j'ai mal choisi ce que je devais donner au traducteur. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Est-ce que vous faites quelque chose en l'instant? Est-ce que tu peux me dire... J'éternue en marchant dans la rue en disant... C'est à lui de te le dire. Oui, donc dis-moi s'il te plaît. On marche dans la rue et j'éternue en disant Clodomir a merdé. Ce papier, en fait, est un mandat du calife d'Aqaba qui ordonne donc à Moussa de chercher dans le pays de l'Ouest la boîte à l'étoile que lui seul peut ouvrir. Quiconque lui ramènera cette boîte et ce document recevra de la part du calife son poids en or ou la récompense de son choix. Bravo. C'est ça, non mais ce putain de stagiaire qui me casse la tête, il brûle des bateaux, parce que laisse-moi faire, j'ai l'expérience, il brûle des bateaux, il donne des boîtes à étoiles et putain! Le premier merde de Daz, c'est vraiment l'un de mes moments préférés de toute la campagne. Oh là là. Parce qu'en plus, il y a une sorte de blanc parce qu'il occupait de lire. Et donc, t'as un blanc et puis t'as merde. Et puis en plus, juste après, il veut rééchanger la boîte contre l'œuf et qui est leur objet le plus précieux. Dans cette scène, elle fait partie des raisons pour lesquelles cet épisode est l'un de mes préférés. Voilà, c'est de ça que je parlais aussi au début. Il y a vraiment des scènes mythiques là-dedans. Ouais. Et celle-là, oui, dans ce début de campagne, c'est vraiment un truc qui me marque. Du coup, Moudjahid est tout à fait disposé à leur rendre la boîte, n'étant pas attiré par les choses matérielles. Mais malheureusement, son employé a disparu avec. Il se rue à l'extérieur. Clodomir, avec un magnifique 99, voit Yacine El-Yacine au bout de la rue. Et il se lance alors à sa poursuite. Donc vous commencez à courir? Moi, je cours. Tu cours. Je donne tout ce que j'ai. Il tourne à gauche. Clodomir tourne à gauche, vous tournez à gauche. Vous êtes dans les petites rues, puis vous commencez à le perdre petit à petit. Vous le perdez. C'est jet de dés. Et vous avez l'impression d'avoir totalement perdu. Et là, en fait, vous tombez sur quelqu'un qui va peut-être changer complètement votre course-poursuite. Il va se passer quelque chose de fantastique.
Mais vous ne le saurez que dans 2 semaines. Et c'est donc la fin de ce 3e épisode sur cette séquence mythique. D'ailleurs, petit bonus de la réaction des joueurs avant que leur micro ne soit coupé pendant le générique. Merci. Merci. Oh mon dieu! Et donc, maintenant qu'on a fini, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, super épisode. tous les moments rêvés, toutes les circonstances impossibles ont été possibles, tous les jets de dés pourris. Enfin vraiment, ouais. Au-delà de l'histoire, les coïncidences, enfin ce qui s'est passé et cette fin, on voudrait l'écrire qu'on pourrait pas, quoi. Ouais. C'est clair. D'ailleurs, c'était une question que je me posais, mais même bien plus tard quand ils arrivent devant le sultan. Mais est-ce que vraiment c'était écrit à l'avance? C'est pas possible. Pour moi, c'était pas possible que ça soit écrit à l'avance et que ça se passe comme ça. Mais, apparemment. Moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, je le disais, c'est impossible comme coïncidence. C'est assez incroyable. Non, on peut se poser la question. Après, le fait d'aussi bien connaître ses joueurs, ça peut aider, à mon avis. Ouais. Du coup, on va passer au point lore de Maître Likao. Et selon mes notes sérieuses, vous aviez, regardez, l'un d'entre eux, hop, c'était lui. Ah non, il est mort, pardon, excusez-moi. Il est mort. Alors, le point lore aujourd'hui sera bien sûr sur la ville d'Aria. Auparavant capitale de tous les royaumes de la mer de la morsure, Aria était gouvernée par le roi des rois, intronisée comme telle grâce aux 3 fameux atours de la sagesse, la couronne, le sceptre et l'orbe. Ces atours lui furent accordés par Basileus, le roi des dieux, peu avant son échec contre l'ennemi et son exil. Quand le dernier roi des rois confia le sceptre de justice au sultan d'Aqaba de l'époque pour pacifier son royaume, il disparut peu de temps mystérieusement après. Aria perdit donc son dernier empereur et par là même son hégémonie sur les autres cités et États libres. Aria n'est donc au début de cette campagne plus que la capitale du fief d'Aria, comprenant Mnaporia et Vandermeer, dont dépendent seulement le fief du Rideau, avec Arance et Claveau, le fief des Tempêtes, Fouilla, Void et Valcouleur, ainsi que le fief de Malbouzon, avec les Monstomos, Malbouzon, Aubepli et Clarcaban. Donc, Aria est gouvernée actuellement par le bon roi Blaise, porteur de la couronne légendaire. Elle compte environ 60 000 habitants, ce qui est énorme pour une cité de fin de Moyen-Âge et fait donc d'elle l'une des cités les plus peuplées du monde connu. Elle est habitée par surtout des êtres humains, descendants des anciens Monénoques, peuple mystérieux habitant les strates souterraines de l'ancien monde. Ils étaient à la fois ennemis et ancêtres communs du peuple actuel. Plus Mon que Noc, Aria est donc une cité marchande et parfois belligérante. Amie avec Varna qui la protège des attaques de l'Osmanie, elle a des relations soit neutres, soit très tendues avec les autres royaumes. Une croisade contre Aqaba qui refuserait de rendre le sceptre prêté autrefois entraîne actuellement de nombreux troubles, des conflits et des crispations au sein même de la cité. Cependant, elle abrite de façon plutôt pacifique des Akabiens, qui sont par contre cantonnés dans le ghetto, et des Osmaniens, humains ou issus de la clarté de Tanzanie, eux-mêmes souvent inféodés aux quartiers pauvres des ombres. Si Aria est très progressiste sur bien des points, esclavage illégal, mixité des métiers, tolérance des mœurs et des religions, elle reste une ville typique du fin de Moyen-Âge où l'espérance de vie est limitée à 60 ans en moyenne, où la poudre, l'imprimerie sont encore inconnus. La pauvreté est extrême pour certains, notamment pour les enfants, et l'éducation reste souvent réservée aux classes très aisées. Comme déjà dit, on restera et on reviendra plusieurs épisodes à Aria pour y découvrir ses multiples facettes. Il existe un OS, un one-shot spécial à Halloween pendant la saison 2 où on se focalisera sur le Aria des mystères. Dans Une sorcière chez les mages, donc un one-shot chez Mademoiselle,
On pourra découvrir l'Académie de magie du point de vue des étudiantes et il existe même une version 1989 d'Aria à notre OS où les PJ vont vivre une enquête palpitante dans le Aria by Night. On dit même qu'il y aurait aussi un épisode d'Aria 1900 où je mènerai une partie avec les joueuses de la table virtuelle et de la Dice Rolling Tea, si ça vous dit d'y jeter un œil. Et bien du coup, on va passer maintenant au stade d'Anajun. Je fais un apaiser les cœurs. Vas-y. Apaise les cœurs de Gérassi. 92. Alors, cet épisode 3 est très intéressant d'un point de vue statistique. Déjà, il faut savoir qu'avec pratiquement 70% de réussite globale, c'est le meilleur des 3 jusqu'à présent, et c'est même l'un des meilleurs épisodes de la saison. Et c'est vachement intéressant, parce que, paradoxalement, c'est aussi de très loin le pire épisode de toute la saison en termes d'échecs critiques. Donc on a 26% de l'ensemble des jets de la soirée qui furent des échecs critiques. C'est quand même une sacrée statistique. Pour le dire autrement, ils ont peu raté, mais lorsqu'ils ont raté, ils ont raté en beauté de manière épique et scandaleuse. Avec entre autres un 95, 96, 98 et 99, il ne manque plus que le 97 pour compléter le bingo de la lose ultime. D'ailleurs, autre petite stat que je trouve personnellement sympathique, si vous prenez strictement tous les jets ratés de la soirée, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas été critique, et ce jet, c'est un 25 de Ketra, qui est si nul en discrétion que même un 25 n'a pas suffi. Donc c'est quand même assez étonnant. Sinon, ils ont été plus timides en lancer pendant cet épisode avec seulement 23 jets de dés. 23 qui est l'année de naissance de Pline l'Ancien, auteur romain que je me suis coltiné pendant mes 9 ans de latin. C'est le nombre de paires de chromosomes présentes dans les cellules du corps humain et c'est aussi le nom d'un film de Joel Schumacher avec Jim Carrey. Le pire jet de l'épisode a été réalisé par Daz avec son deuxième 99 de la saison. Et contre toute attente, à la surprise générale, c'est Atlan qui a fait le meilleur jet de la soirée, avec un magnifique 6 en apaiser les cœurs. D'ailleurs, c'est là donc pour répondre à ta question. Il a quand même eu 62% de réussite à ses jets pendant l'épisode, ce qui est bien meilleur que l'épisode 2. Alors, le titre de MVP pour l'épisode se dispute entre Lydia et Daz, avec 2 profils différents. Du point de vue strictement du taux de réussite, c'est Daz qui l'emporte une nouvelle fois avec 80% de réussite contre 75% pour la gladiatrice. Mais lui n'a lancé que 5 fois les dés contre 8 fois pour Ketra, ce qui l'avantage dans cette statistique. Et surtout, elle a fait de très bons jets pendant toute la soirée. Donc pour comparer, elle a fait une moyenne de 45 à ses jets contre 60 pour Daz. Donc voilà, moi je vous laisse juger. J'aurais tendance à dire Ketra, même si dans le monde impitoyable du jeu de rôle, at the end of the day, ce qui compte, ce sont les réussites. Qu'il vaut mieux réussir ses jets de peu, mais souvent, que bien, mais un peu. J'espère que vous me suivez toujours et que je vous ai pas perdu. Limpide. Ils auront visité 6 tavernes pendant l'épisode, mais aucune n'abritait gourmandise. On a eu droit au faucon rieur, au groulet noir, à l'ours tremblant, à la célèbre anguille d'argent, au ronge-fange rieur et au requin amusé. Alors mis comme ça les uns à côté des autres, on constate qu'entre les requins, les faucons et les ronge-fanges, il y a beaucoup d'animaux qui se marrent bien dans la ville d'Aria. Alors, ils auront trinqué 6 fois, un record en termes de taux d'alcoolémie. Atlan aura dit 4 proverbes et 3 fois « Mon brave », mais toujours pas de « Hola ». Ils auront looté non pas 1, mais 2 têtes, perdu un total de 9 PV, dont 3 infligés par Atlan. Clodomir aura lancé 2 sorts et Ketra donné 2 coups de hache. Alors, tête coupée mise à part, ils n'auront looté que 4 objets. 4 malheureux objets, dont 1 pour Ketra seulement, et évidemment 0 objet looté par Niklas. Pire, il a fini avec une seule tunique et un slip dans son inventaire à la fin de cette partie. On l'a un petit peu abordé pendant le résumé, mais pour mon plus grand
plaisir, on a eu un tournant dans l'histoire de Nicklas. Nicklas a enfin pécho quelqu'un pendant cet épisode. Je commençais à désespérer. 2 épisodes entiers sans le moindre sous-entendu, sans la moindre allusion à une partouze. J'avais perdu tous mes repères. Mais qui est vraiment Nicklas? Et moi, qui suis-je au fond? Où vais-je? Avais-je fantasmé ce personnage chaud comme la braise? Devais-je me remettre en question? Et non, Nicklas est bien un chaud lapin, me voilà soulagée. Il aura donc dragué 2 personnes pendant cet épisode, plus un hypothétique couple, et aura fini à poil. Alors oui, cet épisode signe donc le début des aventures de Nicklas, l'homme qui finit toujours à poil, ou plutôt l'homme aux bourses vides, et ce, si vous me passez l'expression, dans tous les sens du terme. Alors, le compteur de morts, causé par la compagnie, a bien augmenté, avec 11 nouveaux décès, et un total absolument abominable de 22 meurtres depuis le début de la campagne. Donc, adieu Gérassi, bandit de grand chemin transpercé par la lance de la grande Kétra. Adieu aussi à une dizaine d'esclaves inconnus, morts noyés ou brûlés, on ne le saura jamais vraiment, au bord de la justice du lion. Déjà que votre vie fut peu chanceuse de base, votre mort aura été absolument vide de sens et bêtement circonstancielle. Voilà, si vous avez besoin que j'écrive l'épitaphe de votre grand-père, contactez-moi. Je saurai trouver les mots de réconfort dont vous avez besoin. Merci de m'avoir écouté. C'est magnifique. Merci à toi. Merci. J'aime trop comment tu tournes ta chronique, c'est incroyable. Merci. J'essaierai d'apprendre et de m'imposer une belle forme comme ça pour le prochain épisode. Tu fais ça déjà très bien, Céladon. Te minimise pas. Et ben d'ailleurs, on va passer à la prédiction de Céladon. Il s'approche tout doucement, à pas feutrés. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Oh non! Donc, à la fin de cet épisode, il y a cette fameuse course-poursuite dans les petites rues d'Aria. Et il tombe sur quelqu'un, et là, je me suis dit, ah, c'est Jotun. J'en suis certaine. Et je dis ça, je suis peut-être un peu influencée par une autre campagne du même jeu, mais peut-être que mes souvenirs sont faux aussi. Ce qui arrive, je crois, souvent, finalement. Et au final, je pense que c'est plutôt bonne fortune. Donc, comme l'a dit Maître Likao, qui est le mystérieux assassin, j'allais faire ici une supposition, mais comme du fait, c'est révélé officiellement, donc voilà. Et c'est un personnage que j'adore, ça on l'a déjà dit. Et donc, je pense que Bonne Fortune, donc en possession de l'arc légendaire, il va juste arrêter le fuyard, récupérer la boîte et proposer un marché aux joueurs s'ils veulent la récupérer. Parce que ça arrive souvent que ça fonctionne comme ça, ils ont envie d'un truc et on leur dit faites ça pour moi, vous l'aurez. Voilà, donc je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Il y a un truc qui m'intrigue, donc ça aussi j'en ai déjà parlé, c'est de savoir s'ils vont aboutir à la quête de Fripouille le chat. Ça m'intéresse grandement. J'ai souvenir que cette quête est dangereuse pour les joueurs. Et quand je vois comment ils gèrent les situations difficiles, je me dis que ce sera certainement très très intéressant à suivre. Et pour finir cette petite chronique, j'ai trouvé que cet épisode était vraiment sympa. Parce que l'aventure, mine de rien, elle fait vraiment un bond en avant. On rentre dans le vif du sujet, même si les joueurs pataugent un petit peu à un moment, qu'ils hésitent beaucoup. Et il se passe quand même pas mal d'événements clés. Et voilà, je trouve que c'est un bon épisode. C'est dur de ne pas réagir. Quoi? Pardon? Non, on doit pas réagir. Pourtant, on sait. Voilà, on ne dit rien, nous serons muets. J'ai mis tellement de temps à comprendre, oh mon Dieu. Waouh. Et c'est donc la fin de ce 3e épisode de Hola mon brave. Merci encore de nous suivre dans cette aventure. Avant de nous séparer, on va inaugurer une chronique très très originale, du jamais vu, à savoir répondre à une question d'auditeur, parce qu'on en a une, magnifique. Et pour cette première, c'est une question de Bagriel qui nous l'a posée sur le Discord de Fibre. Donc Bagriel nous demande si nous regardons les épisodes ou si nous les écoutons. Donc qui veut répondre en premier? Je crois que tu peux commencer, Erkev. Oh bah c'est oui. vrai.
À toi l'honneur. Alors moi, de mon côté, quand je peux pas regarder les épisodes de maintenant, enfin de l'actuel, en direct, je les regarde en replay sur Twitch avec le chat, parce que pour moi, le chat, il fait partie de l'expérience. Bon, j'avoue que j'ai 2 écrans, donc j'ai souvent Game of Thrones d'un côté et Hearthstone de l'autre. Et Hearthstone, c'est à cause de Daz, hein, d'ailleurs. Il m'a refilé le virus quand je regardais un de ses streams. En plus, moi, j'aime beaucoup les voir réagir à ce qui se passe. Voir leur tête, c'est... Quand Fibre leur sort un twist dont il a le secret, quand il y a un sang qui tombe. Alors, rien que leur tête, elle me fait marrer. Et pour le podcast, j'avais dit que je dirais plus mots. Je regarde sur YouTube. C'est plus une question de praticité. J'ai un GDoc ouvert à côté pour le résumé, OBS pour les extraits, et du coup, je trouve ça plus simple. Mais il m'arrive aussi d'écouter les versions audio le soir en m'endormant, ou en voiture, ou en faisant la vaisselle. Bref, j'écoute un podcast, quoi, comme tout le monde. Donc en gros, ma réponse, c'est les 3. Mais ça dépend surtout du contexte. Alors moi, 99,9% du temps, c'est uniquement du podcast. Mais pas dans le sens, on va dire, podcast du terme, parce que je regarde toujours le Twitch en live, pour être là en live, mais je suis quelqu'un qui est absolument incapable de faire une seule chose à la fois, ça me rend dingo. Et donc regarder un écran en même temps que j'écoute et ne faire que ça, c'est pas possible. Donc je fais toujours autre chose, je dessine, je bosse. Donc voilà, je regarde rarement Game of Thrones, à part juste pour le podcast, parce que comme vous l'avez peut-être compris, mais avec ma chronique, je dois relever plein de petits détails, être bien attentive à tout ce qu'ils disent pour relever les trinquages, les oh là mon brave, toutes ces petites choses. Et si je me force pas à regarder en même temps, j'arriverai pas à les relever, je pense. Et c'est fou les pépites que je loupe en ne regardant pas les visages des joueurs. Donc je découvre un nouvel aspect de Game of Thrones et ça me plaît beaucoup. De mon côté, j'aime les 3 expériences aussi. Le live pour interagir avec le chat et maintenant aussi les Discord et Twitter. C'est infernal. Et du coup, je perds aussi une partie des détails. Je fais donc souvent un autre visionnage sur YouTube. Souvent, c'est avant de m'endormir, donc il peut m'arriver que je m'endorme en plein milieu. Mais c'est top pour avoir effectivement les ambiances, les visuels, les réactions des joueurs, et on se rappelle tous une mythique partie d'échecs. Après, en audio, c'est aussi différent. Moi, j'aime bien l'avoir dans mon téléphone, pareil, en voiture pour bricoler, etc. On va pas voir les visages des joueurs, mais on va récupérer en arrière-plan des réactions, des paroles qu'on va certainement rater en visio. Et du coup, pour te répondre, j'aime bien les 2, enfin les 3 expériences, mon général Baguel. Et merci pour ta question. Ouais, merci. Et toi, Célado? Je suis une grande adepte du format podcast en général parce que j'ai un peu la bougeotte et j'ai vraiment du mal à... même regarder un film, parfois c'est difficile. Il faut que je mette sur pause tout le temps, que je repasse des scènes. Parce qu'il y a aussi le fait que quand je regarde quelque chose, je repasse 15 fois le même passage juste parce que je regarde comment les gens font, comment ils sont naturels. Genre comment ils bougent quand ils sont surpris ou quoi, et ça me fascine trop. Alors du coup, soit je regarde et il faut que je sois là à 100%, et soit je préfère écouter, mais là, je pense de toute façon ça s'est entendu parce que j'ai quand même beaucoup décrit ce qu'il faisait comme geste, du fait que je regarde beaucoup, mais justement parce que y a l'écriture aussi du podcast à côté, et du fait c'est important de rester concentré, sinon je louperais la moitié des informations. Et voilà. Ok. Eh bien, merci pour vos réponses. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? Merci, c'est trop cool.
J'aime trop participer ici. J'aime trop découvrir cette émission. C'est vraiment genre une chance un peu formidable. Enfin, c'est un moment de partage, je pense, pour nous. Et c'est super cool que vous nous suiviez aussi parce que j'ai un peu du mal à me rendre compte vu que je suis pas sur les réseaux sociaux, mais je crois qu'il y a quand même... vous êtes fort présent et c'est très chouette. C'est trop mignon ce que tu dis. D'ailleurs, je sais pas si... Ouais, mais justement, je sais pas si ça intéresse les gens ce que j'ai raconté, mais donc Céladon et moi, on s'est rencontrés ce week-end pour la première fois en vrai. Et si le podcast n'existait pas, ça serait peut-être pas fait. Et je suis super contente de ce petit événement qui a eu lieu. Et voilà, je voulais juste dire merci aussi à la communauté et au retour qu'on a et à vous aussi. On est une chouette équipe, on s'entend très bien, ça se passe bien et c'est pas toujours couru d'avance quand on lance un projet. Donc je suis ton conseil, Céladon, je dis aux gens les choses positives aussi. Donc voilà, merci à vous et merci à nos auditeurs. Ouais, c'est vraiment très très cool de faire ce podcast avec vous trois. C'est vrai que l'ambiance est très chill. C'est un très joli moment de partage et puis de partage avec l'ensemble de la commune. Et d'ailleurs, je voulais renouveler nos remerciements à Eletorn GM qui nous a partagé sa superbe carte d'Aria, qui nous a autorisé très gentiment pour illustrer le podcast sur YouTube. Et d'ailleurs, allez voir sa chaîne, hein. Elle contient plein de nombreux contenus hyper qualitatifs de présentation de JDR et il a mené différents actual play, notamment une excellente mini-campagne homemade sur Aria. La concession 8 ne répond plus. Donc, se déroulant dans la région de Kniga, c'est idéal pour patienter jusqu'à la saison 7 de Gore. Et c'est aussi sur sa chaîne que j'ai eu la chance de me jeter Aria 1900, les Nyporia Papers, copyright d'Anna-June Barker. Donc un grand merci à toi Eletorn pour cette invitation. C'est un souvenir de partie mémorable. Et c'est vrai que Gore, c'est ça, quoi. C'est l'émulation d'une grande commune qui s'est splittée dans différentes sous-communes et qui n'arrête pas d'échanger plein de projets, plein de trucs très très cool. Donc on vous aime Gore pour ça. Oui, pluie de cœur. C'est ça. Eh bien, il reste plus qu'à nous dire au revoir. Et à bientôt, normalement dans 2 semaines, pour l'épisode 4. Ciao. Bisous. Salut. Ciao.